Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Audrey Moisan et je suis chef de projet au service innovation de la DITP. En novembre dernier, pendant le mois de l'innovation publique, vous avez pu suivre nos webinaires, les mardis de l'innovation publique. Nous avons décidé, pour bien commencer 2021, d'organiser un webinaire chaque premier mardi du mois afin d'explorer une thématique d'innovation publique. Le but est de mettre en avant des interventions, des projets innovants, des axes de réflexion qui sortent du cadre grâce à des témoignages d'acteurs de l'innovation publique. Pour ce premier cycle, nous mettons à l'honneur la thématique de la ville et des territoires. Aujourd'hui, nous allons parler des métropoles d'aujourd'hui, mais aussi des métropoles de demain. Nous allons réfléchir aux enjeux et aux défis d'urbanisme, d'écologie et aux défis sociaux et climatiques. Nous allons mettre en avant des démarches de design et de sciences comportementales qui peuvent nous aider à réfléchir, à co-construire la ville différemment, de façon à répondre au mieux aux besoins des usagers, mais aussi aux contraintes économiques, sociales et écologiques. Un petit rappel pratique pour ce premier webinaire. Nous sommes ensemble pour 1h30, c'est-à-dire jusqu'à 11h30. Ce webinaire sera disponible en replay, ainsi que toutes les ressources partagées sur le chat. N'hésitez pas à participer et à poser des questions sur le chat. On prendra vos questions au fur et à mesure et il y aura un temps dédié à la conversation à la fin. Ce premier webinaire est donc consacré aux méthodes et aux postures à adopter lorsque l'on souhaite trouver des réponses innovantes à des défis d'innovation publique dans les métropoles. Comment innover afin d'améliorer la qualité de vie dans les métropoles en prenant en compte les besoins spécifiques de différents acteurs. Nos villes, comme vous le savez, sont au centre de nombreux enjeux. Quelles méthodes peuvent apporter plus d'agilité et permettre de mieux répondre à des problématiques complexes, de s'adapter à des contextes difficiles? Comment faire pour répondre aux enjeux climatiques et aux problématiques d'inclusion sociale, de mobilité et de cohésion des territoires? Pour ouvrir cet échange, nous allons d'abord aborder la question de la métropole d'aujourd'hui, des enjeux, des défis que cela implique, puis nous parlerons de la ville de demain. Pour commencer ce webinaire, je vais donner la parole à Jean-Marie Quémeneur qui travaille à la DGALN. Bonjour Jean-Marie, merci d'être avec nous. Vous travaillez à la DGALN. En guise d'introduction, j'aimerais que vous nous parliez de la ville. Comment peut-on définir une métropole? Quels sont les enjeux climatiques, sociaux, économiques et urbains auxquels sont actuellement confrontées nos métropoles? Hop là. Attends, Jean-Marie qui va venir en scène. Il faut venir en scène, Jean-Marie. Il faut cliquer sur aller en scène. Petit problème. Normalement, c'est bon là. Bon. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Oui, désolé pour ce petit problème technique. Merci de m'avoir invité. Merci de partager cet échange. Je suis heureux de partager cet échange avec vous ce matin. Alors, la question que vous posez en introduction, elle est d'une étendue abyssale, enfin, une profondeur abyssale, j'ai envie de dire, définir ce que c'est qu'aujourd'hui une ville ou métropole. Juste pour vous dire d'où je parle, parce que je pense que c'est important, moi je travaille à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la Transition écologique. Voilà, et je suis chef du bureau des opérations d'aménagement. Et mes sujets quotidiens, c'est l'innovation urbaine et comment les ministères travaillent sur la façon de susciter en fait l'innovation urbaine en particulier pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui que sont le changement climatique, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, la fracture sociale, la crise sanitaire et que sais-je. Alors, pour parler des villes et des métropoles, peut-être quelques réflexions. D'abord, je pense qu'il faut distinguer deux enjeux, ce qu'est une métropole et le fait métropolitain. En distinguant la métropole comme espace de vie, qui est une ville à grosse échelle, et le fait métropolitain, qui est une tendance qu'on observe depuis une vingtaine d'années en France, qui est la concentration des populations, des emplois et des lieux de décision, des lieux de pouvoir, en fait, dans des métropoles, donc des villes de taille, j'ai envie de dire, de 200 000 à 300 000 habitants. Donc ça, c'est quelque chose à avoir. Et côté ministère, on cherche aussi à résoudre un problème qui est important, c'est celui de la fracture territoriale. C'est-à-dire envisager la métropole dans son écosystème constitué en fait d'une zone périurbaine, mais aussi des zones rurales, et imaginer en fait une façon systémique de traiter les enjeux en considérant que la métropole se nourrit de sa zone périurbaine, notamment sur des questions de logement et des mouvements pendulaires, mais aussi des zones rurales environnantes pour des questions d'emploi, d'agriculture et des choses comme ça. Tout ça se répond. Ensuite, je voudrais vous faire toucher du doigt une difficulté à l'échelle des métropoles, et c'est aussi tout l'atout des métropoles, c'est que
dans les métropoles, on concentre les lieux de pouvoir, les responsabilités et les structures qui interviennent sur les sujets de l'aménagement. L'aménagement, c'est une compétence essentielle de collectivité territoriale, mais vous avez une multitude d'opérateurs à coordonner quand vous êtes à l'échelle de la métropole. C'est toujours évident. Réseau, les opérateurs de transport urbain, ceux qui s'occupent de la planification urbaine, ceux qui s'occupent de l'aménagement public et privé. Donc ça, c'est un degré de complexité qui est assez propre aux métropoles. Mais c'est aussi les métropoles un lieu où on concentre beaucoup d'ingénierie, donc aussi beaucoup de capacité à réfléchir, à inventer, à innover. Je voudrais vous faire toucher un peu du doigt un sujet qui n'est pas évident, c'est l'articulation des temps. Quand on parle de la métropole et de l'aménagement, le mandat d'un élu, c'est 6 ans. La réalité d'un projet d'aménagement, c'est 5 ans à 10 ans en conception, c'est 10 ans à 20 ans en réalisation. Et l'amortissement, en fait, de tout ce qui relève du logement et des bâtiments, en fait, c'est 50 ans. Et les investissements, leur durée d'amortissement, c'est aussi 50 ans à 100 ans. Donc, quand on pense la ville, quand on pense la transformation de la ville, en fait, il faut aussi penser ces articulations des temps, qui n'est pas évident, et essayer de construire quelque chose qui, à la fois, soit une vision dans la durée, mais qui soit suffisamment souple et agile, en fait, pour faire face aux aspirations sociales et sociétales qui peuvent changer. Du coup, en prenant en compte tout ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire la complexité avec ces différents enjeux climatiques, sociaux, écologiques, etc., une diversité d'acteurs, un temps court et un temps long vraiment difficile à appréhender et un besoin de coordination, donc quelque chose, un maillage extrêmement complexe. Comment est-ce que actuellement vous réfléchissez, est-ce qu'on réfléchit en général aux enjeux de la ville de demain en prenant en compte tout ce que vous venez de dire, qui sont des enjeux qu'on constate déjà dès à présent? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions aussi prises en compte d'anticipation de comment ces enjeux vont se transformer, etc. Est-ce que vous avez des éléments à nous partager là-dessus? Alors, oui, alors c'est très difficile en 3 minutes de résumer tout ce qui se fait parce que voilà, ça fait plus de 50 ans que des architectes et des urbanistes pensent ces questions-là. Un élément clé, le défi de quotidien, en fait, c'est de désiloter l'approche de la ville et d'approcher la ville comme quelque chose de systémique. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à raisonner d'un côté le logement, d'un côté les réseaux de transport en commun ou le transport public ou la mobilité, d'un autre côté la question de l'assainissement, d'un autre côté celui de l'approvisionnement et la logistique commerciale. Le défi de la conception de la ville, en fait, c'est de faire matcher en fait l'ensemble de ces composantes. Alors, on essaye de travailler sur des visions systémiques et c'est bien le sens en fait du projet politique d'Emmanuelle Wargon en ce moment, la ministre de la Ville en charge de la ville, qui est en train de reconstruire une vision politique de ce que sera la ville de demain. C'était un petit peu le sens du séminaire Habiter la France de demain qui a eu lieu le 9 février dernier, dont vous pourrez trouver plein d'informations sur les réseaux. En gros, si je devais résumer, on est en train de sortir un petit peu du concept de ville durable pour réinterroger ce concept-là et reposer peut-être un nouveau pacte social autour de 4 défis. Le premier défi des villes, ce sera probablement celui de la sobriété ou de la frugalité, tout dépend quelle est la sensibilité de ceux qui en parlent. C'est sobriété dans la consommation d'énergie, consommation du carbone, consommation des espaces aussi avec le projet de loi résilience et climat là, qui pose des principes du zéro artificialisation nette. Le deuxième défi, ce sera celui de la résilience. Résilience, bien sûr, la crise Covid aujourd'hui nous interroge complètement sur cette question-là. La résilience, c'est une question d'aménagement, mais c'est aussi une question d'organisation. Comment est-ce qu'on rend nos organisations plus résilientes? Le troisième défi, c'est celui de l'inclusion sociale. Inclusion sous toutes ses formes. L'accès au logement social, mais aussi les égalités de genre dans l'espace public, les égalités de genre, la non-discrimination des personnes, quelle que soit leur situation religieuse, de handicap, etc., dans l'espace public et aussi dans l'accès aux services publics. Et il y a un quatrième défi qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de la ville productive. Il s'agit de faire en sorte que nos espaces urbains restent producteurs de richesse d'une part, mais aussi producteurs de valeurs culturelles et aussi immatérielles. Voilà un peu les 4 défis sur lesquels on raisonne, toujours dans cette idée de désiloter l'approche de la ville, qui est l'élément clé en fait de l'approche qu'on souhaite développer. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, c'était très bien. Je vois une petite question sur le chat, si on peut y répondre rapidement. On nous demande comment travailler sur ce troisième défi sur l'inclusion sociale. Avez-vous un exemple concret à nous donner, par exemple? Alors, les exemples de l'inclusion sociale, ils sont multiples en fait. D'abord, il y a un grand nombre de politiques publiques sur l'inclusion sociale, qu'elles dépendent du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Ville et du Logement, ou même du ministère de la Santé. Très concrètement, je pense à comment dire, tous les programmes de renouvellement urbain portés par l'Agence nationale du renouvellement urbain et les quartiers prioritaires de la ville, qui permettent de mettre en synergie en fait des questions de réhabilitation du logement, d'accession au logement, de développement de l'éducation, de l'accès aussi à comment dirais-je aux services urbains. L'inclusion, ça passe aussi, de mon point de vue, sur la manière dont on insère nos concitoyens dans la conception des projets urbains. Et ça, je dois dire que les urbanistes, les architectes et aussi les aménageurs ont fait de gros efforts depuis une grosse décennie maintenant pour travailler en fait la conception de la ville avec nos concitoyens, que ce soit dans le cadre d'ateliers, de démarches de concertation, de démarches participatives. Bien, on parle d'inclusion des habitants et des citoyens. Ça va nous aider à transitionner vers notre prochaine question. Alors Jean-Marie, vous avez ouvert un lab afin d'encourager les dynamiques d'innovation urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce lab? Comment est-ce que ça permet de co-construire des projets et d'innover encore plus loin? Alors là, effectivement, donc on travaille sur un concept de lab. Le constat, il est le suivant, c'est que nous sommes face à un grand nombre de défis, je les évoquais tout à l'heure. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on accélère la transition écologique des espaces urbains? Et en créant un lab, on cherche à faire deux choses. Un, faciliter la rencontre entre les gens qui portent de l'innovation, TPE, PME, grandes entreprises, grands comptes, avec les personnes qui réfléchissent le projet urbain, donc aménageurs, mais aussi élus de collectivités, etc. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche dans ce lab, c'est aussi d'essayer de faire changer la posture de l'État. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut innover et qu'il rencontre les services de l'État, le retour qu'on a, c'est oui, l'État nous dit c'est compliqué, ça va pas être possible, il y a des verrous réglementaires et en fait, ça paraît un Everest à chaque fois. Donc, ce qu'on essaye d'expérimenter avec le lab, c'est un changement de posture au sens que l'idée, c'est plus d'être dans une posture où l'État dit le droit aux porteurs de projets innovants. Et l'idée, c'est plutôt que l'État arrive à accompagner et soit aux côtés des porteurs de projets innovants pour faciliter leur réalisation. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut lever des verrous réglementaires, des verrous financiers pour tracer des voies de choses qui n'ont pas été testées. Aujourd'hui, on travaille sur 4 sujets en termes de preuve de concept. Quelque chose sur l'habitat transitoire et modulaire. Un deuxième sujet sur l'autoconsommation collective d'énergie à l'échelle de quartier. Très facile à dire comme ça, mais beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On travaille aussi sur la massification de la construction en bois et on aimerait aussi s'attaquer au sujet de la ville et du numérique. Comment est-ce qu'on conçoit un projet urbain intégrant du numérique en intégrant aussi toutes les questions environnementales et éthiques que ça peut poser. Vous avez touché un point qui intéresse puisqu'on me demande comment s'appelle le lab et comment est-ce qu'on peut le solliciter. Alors le lab s'appelle le Lab 2051. 2050, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, l'horizon temporel de nos politiques sur le climat, qu'elles soient européennes ou nationales, c'est 2050. Avec le Lab 2051, on cherche à se coucher dans l'année d'après et imaginer ce que sera la ville de 2051. Comment on le sollicite? Pour le moment, c'est une preuve de concept. On le sollicite directement par notre canal et ceux de mes collègues. On cherche à accompagner des projets qui portent une très grande ambition en termes à la fois d'innovation et de performance sociale et environnementale. Donc, c'est pas du tout venant. On cherche à être assez élitiste. Le but du jeu, pour nous, c'est de forcer des verrous, notamment législatifs, sur la base de réalisations concrètes et l'accompagnement de ces projets.
Super, donc en ce qui concerne le lab, si vous souhaitez en savoir plus, il ne faut pas hésiter, je pense, à poser des questions à Jean-Marie suite au webinaire pour voir effectivement si vos projets peuvent solliciter le lab et si vous voulez plus d'infos en général. On passe maintenant à la dernière question. Alors, le plan d'investissement d'avenir, le PIA 4, comprend un volet transition écologique et relance verte qui va intégrer la question de l'innovation pour la ville durable. Pouvez-vous nous en dire rapidement un petit peu plus et comment est-ce que cela va concrètement encourager des dynamiques d'innovation plus résilientes, plus inclusives et tournées vers les besoins des habitants? Alors, très rapidement, juste pour vous dire que le programme d'investissement d'avenir, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, le président de la République a lancé son quatrième, le quatrième du nom. C'est des programmes qui sont construits sur 10 ans. Et en 2010, on avait lancé un programme qui s'appelait Ville de demain, qui apportait notamment la dynamique éco-cité et l'innovation urbaine. Donc, l'idée maintenant, c'est de réitérer le cadre qu'on est en train de construire. Alors, le cadre qu'on est en train de construire, c'est celui d'une stratégie d'accélération. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Le grand Manitou de cette construction, c'est le secrétariat général pour l'investissement, appuyé du ministère de la Transition écologique et aussi de la Banque des territoires. Donc aujourd'hui, on travaille sur une stratégie d'accélération qui a 3 composantes. Une première composante qui est sur l'accélération en fait du recours aux matériaux bio et géosourcés dans la construction et l'aménagement. Un deuxième axe qui est lié à l'accélération de la rénovation en fait thermique des bâtiments. Et un troisième axe qui est plus nébuleux pour le moment et qui est sur celui de la ville et du numérique. Et enfin, le point d'orgue de cette stratégie d'accélération, ce sera le lancement, en fait, avec le soutien financier du PIA, d'un réseau de labs urbains. Ce seront des opérations d'aménagement à l'échelle de quartiers ou d'îlots, de groupes d'îlots, qui visent en fait à faire des démonstrations de solutions innovantes en faveur de la transition écologique. Alors, pour le moment, on est en cours de calage. Je ne peux pas vous annoncer de budget. La ministre de la Transition, la ministre Vargon a annoncé le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt au cours du printemps pour une sélection d'une première vague de lauréats, probablement à l'été ou en fin d'été. Voilà ce sur quoi, en quelques mots, nous travaillons. Vous pourrez trouver pas mal d'informations sur le site du secrétariat général pour l'investissement, SGPI, qui décrit en fait assez largement ces stratégies d'accélération. Il en existe plusieurs. Là, ont été approuvées une stratégie sur l'hydrogène, une autre sur la cybersécurité. Beaucoup de stratégies aussi portent sur la santé, le numérique et la santé, etc. C'est difficile pour moi de faire très succinct compte tenu de l'étendue des champs couverts. C'était très clair et de toute manière, on est connecté sur le chat. Donc, si vous voulez répondre aux questions des participants directement, allez-y. Et merci pour cette intervention, Jean-Marie, très claire, très intéressante. Alors, pour illustrer votre propos, on va passer aux intervenants d'après et parler vraiment d'expérimentation urbaine. Et ça va nous permettre de rêver à la façon dont on va pouvoir postuler à cet appel à projet dont vous venez de parler. Alors, du coup, la métropole d'aujourd'hui et de demain, elle doit donc être plus résiliente, plus écologique et davantage s'appuyer sur les besoins des utilisateurs. Tout cela est complexe et pour co-construire des réponses adaptées, il faut s'appuyer sur des méthodes centrées usagers qui prennent aussi en compte les contraintes du terrain. Quand on est confronté à un défi d'innovation urbaine, un des outils clés pour concevoir une ou des réponses adaptées, c'est de le co-concevoir avec les acteurs nécessaires et les habitants, puis de le tester et de l'expérimenter sur le terrain pour voir si c'est vraiment efficace. Pour cela, on doit s'appuyer sur une méthodologie rigoureuse, évidemment. Je vais maintenant laisser la parole à Michael Eman, qui a rédigé un mémoire de design sur les façons d'évaluer l'expérimentation. Michael travaille aujourd'hui au sein de la filière Kisio, pour laquelle il conçoit et il teste des services de mobilité, ce qui est clé dans les politiques de la ville, nous le savons tous. Bonjour Michael. Alors, est-ce que Michael nous a rejoint? Bonjour Michael. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez sur les politiques de la ville chez Kisio et vous mettez en place des expérimentations sur la mobilité. Alors, pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours, puis nous en dire un petit peu plus sur votre mémoire en design et sur le cadre méthodologique qui est nécessaire afin de conduire une expérimentation? Oui, bien sûr. Bonjour à tous tout d'abord. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Oui, donc en fait, je vais vous raconter d'où je parle et mon parcours et ça va
permettre un peu de vous montrer comment j'en suis venu à ce sujet de l'expérimentation et de l'évaluation que j'ai exploré dans ce travail avec l'ENSI. En gros, moi, à la base, je suis ingénieur en système urbain. J'ai étudié le design urbain à Londres. Et très récemment, je suis passé par une école de design, donc l'ENSI, pour étudier l'innovation par le design, avec un focus sur l'expérimentation et l'évaluation. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé à Londres dans l'équipe en charge de la transformation de l'espace public dans le centre de Londres, à la City. Si on peut mettre la première image, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai pas fait une présentation très corporate aujourd'hui. Je vous ai juste mis quelques images comme ça pour illustrer. Je me suis dit que comme on avait un temps assez court, j'allais plutôt axer là-dessus. Mais voilà, en fait, donc je travaillais à la transformation de l'espace public de la City, et mon premier choc en travaillant là-bas, ça a été ça. Ça a été le décalage en fait qu'on peut observer entre la conception, donc les concepteurs qui ont dessiné ce parc et ces trottoirs, et puis l'usage réel des espaces qu'on peut voir. Donc le décalage entre la conception et la réalité. Et en plus, ce décalage, souvent, on va l'imputer aux utilisateurs. On va dire, ils n'ont rien compris, il faut leur expliquer. On va installer des petits panneaux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a choqué en fait quand j'ai commencé à travailler sur l'aménagement. Ensuite, sur la slide d'après, j'ai découvert un chercheur danois qui s'appelle Jan Gehl, qui lui a basé tout son travail de recherche sur l'évaluation d'usage, l'évaluation comportementale, parce que ce qu'il dit, c'est voilà, c'est on mesure ce qui est important pour nous. Et jusqu'à présent, dans les projets d'aménagement, les projets de transformation de ville, ce qu'on mesurait beaucoup, c'était les flots de véhicules dans l'espace public et pas l'usage, pas la vie des espaces par les habitants, par les citoyens. Puis il disait voilà, il nous faut des données, il nous faut de l'évaluation pour donner un poids politique au sujet de la vie de l'espace public qui monte dans l'agenda politique et qui soit aussi important que les manières dont les véhicules se déplacent dans la ville. Et voilà, et donc tout son travail, c'est d'évaluer la relation entre l'environnement bâti et la vie des espaces. Ensuite, donc ça, c'est ce qui m'a amené au sujet de l'évaluation. D'abord, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'évaluation, et ensuite, je suis arrivé à l'expérimentation avec certains projets qu'on peut voir sur la slide suivante, où là, que ça soit à Londres avec des projets expérimentaux sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul, ou à Paris avec, vous voyez la petite ceinture à droite ou la Cité des Sciences en bas à gauche. Ça, c'est des projets que j'avais fait avec une agence que j'ai cofondée et co-dirigée pendant 7 ans qui s'appelle etc., qui existe toujours. Je le dis parce que c'est important enfin, j'ai pas fait tous ces projets tout seul. C'est vraiment important de voir que ces projets-là, ils ont besoin d'une approche pluridisciplinaire. On a besoin d'impliquer beaucoup d'acteurs, que ça soit du côté conception ou maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir faire ce type de projets expérimentaux. C'est quelque chose de complexe qui sort un peu des cadres réglementaires préétablis. Et bref, enfin, en faisant ces projets qui sont des projets participatifs, inclusifs, qui essayent de trouver des nouvelles manières d'inventer, de transformer la ville, c'est un peu ce que ça fait écho à ce que Jean-Marie Kemener disait juste avant sur le temps de la ville. En fait, on a le temps de la transformation de la ville qui est un temps très long. On a le temps des politiques qui est le temps du mandat ou des mandats, et on a le temps des habitants qui est beaucoup plus rapide. Et en fait, c'est ce type de projet-là, ça peut être une manière de concilier en fait ces différents temps, de les faire interagir en tout cas, parce qu'au lieu d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour voir quelque chose, au bout de 6 mois, on peut déjà mettre des choses en place, tester des choses, faire réagir les habitants, les faire participer, etc. Voilà, ça c'est que j'ai beaucoup fait et qui ont pour moi un impact fort peuvent avoir un impact fort sur la transformation de la ville. Ici, c'est plus des projets d'aménagement, donc de tests d'aménagement. Mais j'ai quand même souhaité retourner à l'école, aller à l'ENSI pour pousser plus loin ce projet, parce que j'avais fait plusieurs constats en fait. Je me suis rendu compte que ces projets expérimentaux, c'était vraiment des leviers forts pour transformer la ville, mais on avait plusieurs écueils pour que ça aille plus loin. Tout d'abord, il y avait l'aspect communication qui prenait très souvent le dessus en fait, parce que voilà, ça produit des belles images, ça fait réagir les gens, etc. Ça fait entre guillemets de la pub pour les politiques, et ça, moi, je voulais le dépasser, mais c'est pas évident. Il y a aussi le fait qu'on n'avait pas vraiment de méthode d'évaluation pour ces projets.
Donc, il y a beaucoup de ressources et de temps qui étaient passés sur la conception des prototypes, le déploiement des prototypes, les ateliers sur site, etc. Mais derrière, on n'apprenait pas, enfin, à mon sens, on n'apprenait pas assez de ces projets. Et donc, ils n'avaient pas un impact très fort. Souvent, les projets d'urbanisme transitoire ou tactique que j'ai pu voir, il y a beaucoup de projets one shot entre guillemets où on va faire le truc, ça va rester quelques mois, et puis après ça s'en va et ça n'a pas forcément d'impact sur le développement plus pérenne de la ville. Donc voilà, c'était un peu partie de ces constats-là. J'ai voulu étudier en fait le lien entre expérimentation et évaluation pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait améliorer ces démarches, surtout du coup d'un point de vue assez méthodo, on va dire. Euh, et pour faire ça, je suis allé interroger des praticiens, des chercheurs. Voilà, là vous avez une image du blog, je vous donnerai l'adresse. En fait, j'ai interrogé 16 chercheurs, praticiens hors du secteur de l'aménagement. Justement, j'ai voulu élargir au maximum. Donc, je suis allé voir des gens qui travaillent dans la santé, dans l'industrie, dans des startups, dans l'innovation sociale, etc. pour essayer de voir comment ils abordaient ces questions. Parce que des projets l'expérimentation, elle est directement liée à l'innovation. Donc tous les gens qui travaillent sur l'innovation expérimentent d'une manière ou d'une autre. Donc il y avait beaucoup de connaissances et de pratiques à aller collecter et analyser. Donc voilà, là j'avais créé une web série en 7 épisodes que vous pourrez aller voir sur ce blog si ça vous intéresse. C'est des petits épisodes de 4 minutes assez segmentés. Voilà. Et donc pardon. On va le partager sur le chat. Super, merci. Et donc, en fait, pour synthétiser, sur la slide d'après, je vous ai mis un peu ce qui est ressorti. Bon, c'était très dur là de vous faire juste une slide pour synthétiser tout ce qui est ressorti de ça, mais j'ai essayé de vous donner un peu les grands principes, les grandes choses qui ressortent de ce travail que j'ai pu faire et de ce que les gens m'ont raconté. En gros, tout d'abord, ce qui ressort, c'est que quand on travaille sur l'expérimentation, il faut adopter un état d'esprit expérimental. C'est une question de mindset, comme on dit en anglais, où en fait, il n'y a pas d'expérimentation ratée. Souvent, on entend « Ah, ce POC, c'était un échec » ou « Ah, cette expérimentation, c'était un échec ». Non, quand on expérimente, tant qu'on apprend de l'expérimentation est réussie. Si les gens interagissent pas comme on l'avait prévu, si ça n'a pas les résultats qu'on avait prévus, eh ben justement, c'est intéressant parce que ça permet d'apprendre. Et justement, et pour ça, en fait, ce que les gens qui sont un peu en pointe sur ces sujets d'expérimentation et d'évaluation utilisent, c'est une méthode qui est très ancienne. En fait, c'est la méthode scientifique qui date du XVIIe siècle, mais que parfois on oublie dans les champs. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on utilise de manière commune sur l'aménagement, par exemple, où en fait, c'est un peu le petit schéma que je vous ai mis à droite. Ça, c'est une manière de le présenter qui vient de l'agence Proofmakers. Où en fait, souvent on entend dans les projets d'innovation, on nous parle souvent de test and learn, mais en fait, il faut penser, c'est pas suffisant test and learn. Il faut se dire think, make, test and learn. Et le think est fondamental, en fait, c'est on part d'hypothèses, on définit des hypothèses testables. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on va sauter directement à l'étape du prototypage et du test. Mais si on n'a pas défini les hypothèses qu'on veut tester en amont, on ne pourra pas apprendre de manière structurée de l'expérimentation. Pour aller un peu, je vais essayer d'accélérer. Aussi, il y a un point très important, c'est le type d'évaluation qu'on va utiliser. Il y a énormément de types d'évaluation qui existent, comme vous le savez, avec l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation d'impact, etc. Il y a plus d'une centaine de types d'évaluation qui existent. Après, les praticiens qui sont un peu en pointe sur le sujet de l'expérimentation, ils distinguent deux grands types d'évaluation qui sont l'évaluation formative et l'évaluation sommative. L'évaluation formative, c'est un type d'évaluation itérative et continue. Et sommative, c'est l'évaluation qu'on aura plutôt à la fin d'un projet. Et donc, pour maximiser l'apprentissage, c'est très important d'évaluer tout au long du projet. Et donc, on évalue des hypothèses et on permet l'émergence de nouvelles hypothèses. Parce que ce qui est important, c'est que quand on commence un projet, on n'a pas tous les éléments. On ne sait pas ce qui est important pour les utilisateurs. On ne connaît pas tous les éléments de valeur. Et donc, il faut permettre à de nouvelles hypothèses d'émerger pendant le projet pour pouvoir définir les critères d'évaluation pendant le projet. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est un peu compliqué comme ça, mais... Si, c'est clair.
qu'on peut faire, c'est que si vous avez je sais que vous avez des exemples très très concrets dans le cadre de vos fonctions actuelles sur des expérimentations de mobilité ou plus largement sur des expérimentations urbaines. Ouais. À ce moment-là, peut-être qu'on peut les illustrer avec un ou deux exemples concrets pour que les gens se rendent compte. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante du coup. Bon, ça c'était juste pour dire en gros, si on fait un peu abstraction de tous ces points un peu méthodaux et un peu théoriques dont je viens de vous parler, c'est voilà la valeur première de ce type de démarche expérimentale, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes. On le voit sur les usages, même le contexte économique, sociétal, etc. Et que voilà, l'expérimentation, ça permet de pas lancer de nouveaux aménagements ou de nouveaux services à l'aveugle. Après, dans le monde de l'aménagement aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui appliquent ce type de méthode. Les acteurs les plus en pointe, c'est plutôt les acteurs de l'innovation urbaine, donc les personnes qui déploient des services innovants. Et ici, on a un exemple en fait. Moi, je travaille pour Kizio, qui fait partie du groupe SNCF. On a accompagné la SNCF Innovation et Recherche, qui explore de nouveaux champs pour la mobilité en zone peu dense et zone rurale, donc un peu ce qu'on appelle les zones blanches de la mobilité. Et donc là, depuis un an, on les a accompagnés pour concevoir et lancer cette expérimentation qui s'appelle Ma course SNCF. Où en fait, donc pour concevoir cette expé, on est parti d'abord de tout un travail d'analyse comportementale, analyse des usages, des pratiques, des représentations des habitants et des gens qui se déplacent sur ce territoire de Montval-sur-Loire. Ensuite, il y a eu tout un travail de conception systémique justement pour voir comment ça pouvait ce nouveau système de mobilité pouvait interagir avec les autres systèmes de mobilité, mais aussi avec les équipements publics, toutes les dynamiques du territoire entre guillemets, pour pas que ça soit un service hors sol et qu'il ait un impact positif fort sur le territoire. Et ensuite, on a défini en fait un protocole d'expérimentation et d'évaluation où là, ce qui est important, c'est qu'il a été défini avec les parties prenantes du territoire et les acteurs de l'expérimentation. Donc, on a associé la collectivité, on a associé des acteurs économiques, on a associé le TER Pays de Loire, on a associé la SNCF Innovation et Recherche, on a associé l'éditeur de solutions logicielles parce que c'est là-dedans, il y a quand même une partie tech. C'est un projet qui est entre une ligne de bus virtuelle et du transport à la demande dynamique. Donc, il y a une question d'algorithme aussi et de tech derrière pour faire marcher le service. Et donc, en fait, en associant tous ces différents acteurs, on a fait remonter beaucoup d'hypothèses et on s'est rendu compte que ce que les gens voulaient tester ou vérifier, c'était pas du tout la même chose si on parle à un éditeur de logiciels et à la mairie. Et donc, il fallait créer un cadre, en fait, de confiance, un cadre de collaboration commun autour de ce protocole d'évaluation pour qu'il génère de la valeur, pour que l'expé génère de la valeur pour toutes les parties prenantes en fait. Et ça, c'est super fondamental parce que derrière, si on veut que le service soit pérennisé, il faut qu'il y ait de la valeur pour tout le monde dedans. Sinon, le truc va tomber si ça marche que pour une ou deux parties prenantes. Et donc, pour vous donner un exemple très concret, en fait, à travers ces ateliers, on a généré quasiment 200 hypothèses. Donc, c'est un travail un peu de fourmi et qui peut être un peu complexe et assez dense. Et à partir de ça, on a distillé les choses pour arriver à 16 hypothèses de départ qui vont être testées sur ma course. L'expérimentation dure un an. Et donc, on a défini des instances de gouvernance et de pilotage itératives où, en fait, tous les mois, on va collecter des données, analyser des données, valider ou invalider des hypothèses et faire émerger de nouvelles hypothèses. Et le but, c'est d'apprendre le plus possible pendant ces un an, en fait. Au lieu d'attendre la fin de l'expé, comme c'est traditionnellement fait, où on se dit, on va faire un super projet pilote. À la fin, on fait un REX et puis après, on industrialise. Si tout va bien, et si le projet pilote se passe pas bien, on ne sait pas ce qui se passe. On aura juste compris que le projet pilote ne marche pas. Là, le but, c'est mois par mois, en fait, on va itérer, on va apprendre de nouvelles choses, on va essayer de maximiser l'apprentissage et de générer le plus de valeur possible en un an. Voilà. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'évaluation, elle a vraiment structuré ce projet, c'est-à-dire que vous avez vraiment réfléchi aux impacts et aux effets que vous vouliez évaluer en fonction des besoins et des usages des différents acteurs et de leurs objectifs, et que vous avez réussi à mettre tout le monde autour de la table et à vraiment construire une dynamique qui fonctionne bien en termes de méthodo, mais aussi en termes pratiques, parce que en fait, vous avez eu cette rigueur d'évaluation et aussi de
de réfléchir à des hypothèses à tester qui sont intéressantes pour toutes les parties prenantes. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. En établissant une méthode structurée et rigoureuse, on a permis aux gens de comprendre ce qu'on voulait faire et on leur a offert l'opportunité de participer et de définir, de designer, on va dire, le protocole d'expérimentation et d'évaluation. Parce qu'en fait, avec ce type de méthode, l'expérimentation et l'évaluation, c'est les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. C'est la définition des hypothèses et des méthodes d'évaluation qui va guider ce qu'on expérimente. Et les prototypes vont être conçus en fonction de ce qu'on veut tester. On ne va pas faire un prototype et le tester. On conçoit le prototype pour tester des hypothèses. Mais oui, donc en fait, le but, c'est d'établir un cadre de confiance entre les différentes parties prenantes pour que ça fonctionne bien et pour éviter certains problèmes, comme on a pu voir par exemple à la Défense, où il y a eu des tests de navettes autonomes il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'aviez vu, et où on avait des gros titres qui disaient l'expérimentation est un échec. Si on avait eu un protocole d'évaluation clair, on n'aurait pas dit que cette expérimentation était un échec, on aurait juste pu mettre en avant ce qu'on avait appris de l'expérimentation, parce que le but de l'expérimentation, c'est d'apprendre. Jean-Marie, pour cette intervention très claire, très intéressante, et ça nous permet de mieux comprendre ce que c'est que l'expérimentation. On va maintenant donner la parole à Marion Appert, qui est responsable de l'Urban Lab. L'Urban Lab, c'est un acteur incontournable de l'expérimentation urbaine parce qu'il porte des démarches d'expérimentation et des projets innovants qui s'appuient sur les différents acteurs de la ville. L'objectif du Lab, c'est de répondre aux besoins des usagers grâce à des processus de conception incrémentale et à une confrontation des solutions avec les usagers et la réalité du terrain. Bonjour Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter les missions et les objectifs du Lab? Le Lab existe maintenant depuis 2010. Pouvez-vous nous parler de votre stratégie et de la façon dont elle a évolué? Bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. D'abord parce que les 2 premières interventions étaient vraiment très inspirantes. J'ai entendu des mots qui m'ont fait frétiller comme évaluation et puis voilà, des enjeux d'approche systémique. C'est vraiment des réflexions qui sont au cœur de mon travail. Donc entendre d'autres en parler si bien, c'est vraiment super agréable. Comme Audrey vous l'avez dit, je suis responsable de l'Urban Lab, qui est le laboratoire d'expérimentation urbaine de Paris Senco. Paris Senco, c'est l'agence d'innovation et de développement économique de Paris et de sa métropole. Notre mission, c'est d'améliorer la ville en testant des projets innovants sur des problématiques urbaines. Donc pour cela, on lance des appels à expérimenter tous les ans et on aide ensuite les solutions à être testées in situ, en conditions réelles, en lien avec les acteurs de la ville. Donc, on explore plein de champs, c'est ça qui est génial quand vous parlez d'approche systémique, de désiloter. C'est vrai que les expérimentations, ça permet aussi bien d'adresser des enjeux d'agriculture urbaine, de végétalisation, de gestion plus économe des chantiers, de logistique urbaine. Donc, vraiment, en fonction des programmes qu'on lance, on cible quelques thématiques et on va explorer ces thématiques, d'abord en s'appuyant sur des porteurs de projets qui ont le courage d'expérimenter. C'est vraiment grâce à eux qu'on peut défricher et trouver des nouvelles solutions, et en faisant le lien avec les acteurs de l'urbain, comme je le disais. Donc les acteurs de l'urbain, ça va être typiquement la collectivité, mais aussi des aménageurs, des promoteurs, des opérateurs. Je vous en dirai plus juste après. Donc, on explore plein de champs différents. Concrètement, comment ça se passe? Peut-être un petit élément de définition. Nous, on définit l'expérimentation urbaine comme le test d'une solution innovante qui n'est pas encore commercialisée. Donc, ça va être tester un concept, une solution, un prototype en conditions réelles. Donc, souvent, c'est en extérieur, sur un bout de trottoir et de façon temporaire. Donc, on va définir une période de test, on va définir effectivement des critères d'évaluation. Et à la fin, notamment quand la solution est déployée dans l'espace public, on va la démonter. Donc, il y a un temps vraiment spécifique à l'expérimentation et on va tirer des conclusions. Donc voilà, en résumé, on lance des appels à expérimenter. On a une grosse ingénierie d'accompagnement des projets qui vont être accompagnés par notre équipe pendant 18 mois. Les porteurs de projets, attention, c'est pas que des startups, c'est aussi des associations, ça peut être des groupements de recherche,
Ça peut être même des grands groupes. Souvent, on privilégie les consortiums. On aime bien que des petits puissent parfois s'associer à des plus gros. Et donc, une fois qu'on a sélectionné les projets, on en sélectionne 15 par an. Notre équipe assigne un coach à chaque porteur de projet. Ce coach va essayer de comprendre où en est le projet, quel est son niveau de maturité, quels sont ses objectifs. Problème avec Marion qui s'est coupé. Est-ce que oui, vous voyez la même chose que moi? Donc elle a dû avoir un problème avec son internet. On va attendre qu'elle se reconnecte, j'imagine. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, vous êtes revenue, Marion. Je vous laisse la parole. Je suis en partage de connexion, mais il semble que ça fluctue. Vous m'avez entendu jusqu'où? La fin, c'est-à-dire vous testez des solutions avec différents types d'acteurs, petits, gros, parfois consortium, et ensuite ça a coupé. Ok, donc très rapidement, je disais que quand on les a sélectionnés, ces fameux porteurs de projet, on a une grosse phase de cadrage où on va essayer de comprendre où ils en sont de leur projet. Est-ce qu'ils ont un prototype? Est-ce qu'ils ont des études de faisabilité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de prouver? Donc, comme on le disait précédemment, c'est hyper important de partir avec des objectifs très clairs en termes d'évaluation. On les aide à affiner leur protocole d'évaluation, à trouver des partenaires, parfois des financements, et surtout un terrain, souvent en les mettant en lien avec la ville de Paris. Ensuite vient ce temps incroyable qui est l'expérimentation. Là, il peut se passer 1000 choses. Le projet arrive donc en conditions réelles. Ça peut être sur un bout de trottoir. Ça peut être parfois, c'est des projets qui vont être testés dans des bâtiments ou même des applications. Et donc là, on met en service la solution et on voit ce qui se passe. Souvent, il y a des ajustements à faire et c'est hyper riche en enseignement. Parfois, ça marche. Parfois, ça arrive que ça ne marche pas et justement, on essaie de se dire comment on fait pour affiner la solution. En continu, il y a effectivement une phase d'évaluation, mais qui permet d'aboutir à un moment à un état des lieux. On tire le bilan et on essaie de savoir si la solution a fonctionné ou pas. Et l'enjeu, c'est que ce bilan, ça permet de savoir si le projet est mûr et il peut s'adresser au marché, se lancer sur le marché, ou s'il a encore une phase un peu de transition à faire avant d'être vraiment robuste et de pouvoir se vendre. J'ai trouvé du coup l'intervention juste avant très, très pertinente parce que c'est vrai que l'évaluation des projets, pour nous, c'est un incontournable pour progresser. J'aime bien dire qu'on ne fait pas de l'expérimentation parce que c'est sexy ou parce que ça a le vent en poupe en ce moment. On fait de l'expérimentation pour savoir si les solutions, elles sont viables, elles contribuent à la transition écologique et pour ça, il faut effectivement évaluer avec rigueur. Donc nous, ce qu'on propose, c'est 2 niveaux d'évaluation. Déjà, on va responsabiliser chaque porteur de projet, comme je vous le disais, en les coachant et en leur disant concrètement à la fin, qu'est-ce que vous voulez prouver ? Que ça marche, que ça plaît, que ça permet de faire, je sais pas, des économies en CO2. Donc, on établit avec eux un protocole d'évaluation. Et à la fin, on leur dit, voilà, quelles sont les données que vous avez collectées, quel est votre propre avis, votre auto-évaluation, quels sont les leviers de transformation. Donc, c'est eux un peu de s'autonomiser là-dessus et d'être en capacité d'avoir un regard critique sur leur solution pour l'améliorer. En parallèle, quand on lance un programme d'expérimentation autour de 15 projets, on fait appel à des experts indépendants. Donc, on lance un appel d'offres et on va sélectionner des projets, des évaluateurs qui vont venir rencontrer les porteurs de projets à plusieurs reprises, faire des observations sur le terrain et à la fin expliquer, selon eux, selon leur regard d'experts et selon leur grille d'évaluation, ils vont regarder si le projet il fonctionne, il est efficace, s'il présente un modèle qui est durable. Donc, durable, ça peut vouloir dire plusieurs choses, notamment est-ce qu'il a un impact positif et puis est-ce qu'il a un modèle économique et puis est-ce qu'il est faisable. On a évoqué juste avant effectivement les freins réglementaires. Il y a des choses qui peuvent empêcher un projet de se déployer. Donc, comprendre aussi quels sont les freins et les leviers à activer. Donc, on fait ça pour l'ensemble des projets. Et après, on a une grosse phase de réflexion avec nos différents partenaires pour se dire, voilà, quels ont été les leviers collectifs qu'on a identifiés, ceux qu'il faut pousser, quels ont aussi été les freins qu'on a identifiés et pour lesquels il va falloir échanger avec d'autres acteurs, notamment les ministères, changer les pratiques en interne pour que ces solutions innovantes puissent aller plus loin.
Alors, sur l'évaluation. on peut peut-être passer à la slide suivante. Ah oui. Alors du coup, ça nous amène sur la question des quartiers d'innovation urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment est-ce que ça se structure? Quelles méthodes utilisez-vous? Et comment est-ce que vous faites pour mobiliser tous les acteurs nécessaires à la conduite de ces projets de quartiers d'innovation urbaine? Oui, avec plaisir. Du coup, comme vous l'avez dit, Audrey, l'Urban Lab, ça existe depuis 10 ans. Donc en 10 ans, il s'est passé plein de choses et en 2018, voilà, on s'est appliqué à nous-mêmes ce principe d'évaluation, on a cherché comment continuer à progresser et on s'est dit que ce serait intéressant de développer une démarche qui est territorialisée. Donc c'est la démarche des quartiers d'innovation urbaine. L'expérimentation urbaine, elle reste au cœur de cette approche, mais elle se structure maintenant dans un cadre de quartier d'expérimentation. On concentre les projets sur un périmètre qui est géographiquement délimité en impliquant l'ensemble des acteurs de la ville dans une démarche de co-construction. Donc, ce qui est assez intéressant, et ça a été dit plus tôt, c'est cette approche quartier sur laquelle on pense pouvoir mobiliser plus facilement les acteurs qui font ce quartier. Donc, si on commence sur l'aspect géographique, c'est la slide suivante. Voilà, concernant notre périmètre, on a choisi 2 territoires qui sont représentatifs de problématiques urbaines qu'on rencontre dans les grandes villes. Le premier que vous voyez sur votre droite, c'est le quartier Paris-Rive-Gauche, le premier qu'on a lancé. C'est un quartier qui est moderne, qui se transforme depuis plus de 30 ans. Il est situé près de la gare d'Austerlitz et il court dans le 13e arrondissement jusqu'à la frontière avec Ivry. C'est un véritable bout de ville en fait qui est sorti de terre au-dessus des voies ferrées, donc qui a été construit sur dalle. Et c'est surtout un quartier qui est très intéressant parce que il concentre des profils vraiment diversifiés d'usagers. Vous avez un campus universitaire, donc plein d'étudiants, des chercheurs. Vous avez une zone résidentielle, vous avez une zone de bureaux. Il y a l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière aussi. Et puis, il y a un peu des éléments totems. Par exemple, la Bibliothèque nationale de France qui attire beaucoup d'étudiants, d'amateurs de culture. Donc, ça veut dire que quand on lance des expérimentations urbaines, on va avoir plein de profils différents qui vont pouvoir les tester et donner leur avis dessus. L'autre quartier, il est situé au nord de Paris, il est situé donc dans le haut du 18e, le haut du 19e, une partie d'Aubervilliers, une partie de Saint-Denis. Et là, c'est un quartier qui entame sa transition, sa mutation. Il y a pas mal de grues quand vous vous y promenez. C'est un quartier qui va complètement changer d'aspect dans les prochaines années et du coup se pose plein de questions voilà, sur comment on construit aujourd'hui, comment on mène des chantiers durables, comment on limite l'impact sur les riverains, comment on réfléchit aux flux logistiques et aux flux liés au chantier, comment on apaise. Et puis, c'est aussi un quartier où les gens vivent beaucoup en extérieur, dans l'espace public, notamment parce que parfois les appartements sont plus exigus. Donc, comment on apaise et on embellit cet espace public pour que il y ait un confort un peu plus fort pour ceux qui le fréquentent. Donc voilà, on a des problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres villes. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir ensuite répliquer les solutions. Et on a 2 quartiers qui sont un peu en miroir avec des enjeux différents, donc sur lesquels on va pouvoir apposer des solutions différentes. La deuxième chose, c'est donc au-delà de l'aspect géographique, c'est de se dire comment on réunit autour de la table des acteurs qui contribuent à construire cette ville. Et là, donc, j'imagine que vous allez reconnaître certains logos. Évidemment, on a la ville de Paris qui est notre partenaire historique, mais il y a aussi des logos d'opérateurs, par exemple, de mobilité. Donc, on a Keolis, RATP, des opérateurs de réseau, ceux qui distribuent l'eau comme Eau-de-Paris, ceux qui réfléchissent à distribuer au mieux l'électricité comme Enedis ou la lumière comme Evesa. On a des financeurs comme la Banque des Territoires, l'ADEME ou Citeo, et puis des bailleurs sociaux, des aménageurs. En fait, on a tout un écosystème d'acteurs qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont vraiment indispensables pour que les villes fonctionnent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des acteurs qui s'interrogent sur leurs pratiques et qui ont envie de faire toujours mieux pour construire des villes qui s'inscrivent dans la transition écologique. Donc, on leur a proposé d'être partenaires dans la démarche,
concrètement, ils financent les salaires de l'équipe puisque nous, on ne fait pas payer l'accompagnement aux porteurs de projet. Donc, c'est un système win-win. Ils participent au comité de pilotage et à ce titre, voilà, ils réfléchissent avec nous aux grandes décisions qu'on prend pour le programme. On sélectionne ensemble les thématiques sur lesquelles on va orienter les projets et les appels à expérimenter. Ensuite, souvent, ils s'associent aux porteurs de projets. Donc, vraiment, ils deviennent partenaires. Ils apportent de l'expertise, parfois des financements, du temps, de la mise en visibilité donc, pour les expérimentateurs. Et ensemble, on essaye, donc, à travers ces expérimentations, mais aussi à travers des temps de réflexion collective, de trouver le chemin pour construire au mieux la ville. Voilà un petit peu pour cette dynamique décilotée et partenariale. Et alors, du coup, ça nous amène sur un autre enjeu important. Comment est-ce que vous faites pour toujours répondre aux besoins des habitants, des utilisateurs? Concrètement, quelles sont vos méthodes, votre stratégie pour avoir toujours au cœur de la démarche l'usager, l'habitant? Alors, la première chose que je dirais, c'est que d'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis de ses usagers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est indispensable de développer une innovation qui est utile, donc de prendre en considération très tôt ses habitants, ses riverains, ses usagers. Nous, on a testé plein de choses. Je vais vous parler de certaines choses. D'abord, avant de lancer un appel à expérimenter, on essaie de comprendre quelles sont les problématiques locales. Donc, on va passer beaucoup de temps sur le terrain pour faire des observations, pour aller parler aux associations locales, pour parler aux amicales d'habitants, par exemple, pour essayer de faire les petites sourires en conseil de quartier, pour échanger avec la municipalité locale et un peu voir quels sont les enjeux forts qui ressortent. Ensuite, on va croiser avec des données qui sont souvent en libre accès, donc en open data, pour mieux lire le territoire, comprendre quels sont les flux, où sont par exemple les zones de végétalisation, croiser un peu ce regard sensible qu'on aura collecté d'abord avec des données un peu plus objectives, et ça nous permet de tirer une lecture du quartier et de ses enjeux. C'est comme ça qu'on a réalisé par exemple un portrait de territoire sur le quartier Chapelle. Et en fonction, du coup, ensuite, on présente toute cette analyse à nos partenaires et on va leur pousser des thématiques sur lesquelles se concentrer en se disant c'est vraiment quelque chose qui sera utile pour ceux qui sont dans ce quartier. Typiquement, là, on va lancer une nouvelle édition et on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu de végétalisation et de rafraîchissement du site de Paris-Rive-Gauche qui est vécu comme très minéral. Donc, comment on peut apporter des solutions végétalisées ou de rafraîchissement pour répondre à cet enjeu. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un enjeu d'accessibilité sur ce territoire qui est tout en long. Donc, comment on propose des micro-mobilités pour se rendre rapidement, par exemple, du campus universitaire où il y a un superbe parc à la zone de bureaux. Et puis, on s'est dit aussi qu'il y avait un enjeu de boucle locale en interrogeant les habitants, c'est ce que vous voyez. Il y avait beaucoup de témoignages qui disaient « je rêve de plus végétaliser, de plus m'ancrer dans une communauté, faire le lien avec les employés qu'on croise mais qu'on rencontre jamais, et puis aussi nous, habitants ou même les étudiants, avoir un peu des occasions de se rencontrer et pourquoi pas se rencontrer mais aussi contribuer positivement à développer notre quartier ». Et donc, on s'est dit, lançons des projets de boucle locale sur comment on produit localement, comment on consomme localement, et puis comment ensuite on transforme nos déchets, par exemple les biodéchets localement, qui sont autant d'opportunités de se rencontrer. Voilà, donc là, vous avez quelques photos d'habitants, d'employés, d'étudiants qu'on est allés rencontrer. On avait fait une belle exposition quand on avait lancé les quartiers d'innovation urbaine. On leur avait demandé quelle était leur vision du quartier dans le futur. Et puis, on a également fait une collaboration avec une start-up qui s'appelle QSite, qui permet qui fait beaucoup de terrain, beaucoup de questionnaires et qui après traduit ces questionnaires avec des mots-clés qui s'apposent sur les quartiers pour comprendre un peu ce qui ressort. Donc là, c'était quelle est votre perception de la qualité de vie. Et donc, on voit que globalement, c'est un quartier plutôt calme qui bénéficie d'une proximité avec la Seine qui est très appréciée, avec un sentiment d'espace. Donc, il y a également la même carte sur qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le quartier. Donc, typiquement, ça peut aussi orienter le choix des solutions. Donc voilà, on essaye d'être au plus proche de ces usagers
Après, on challenge beaucoup nos porteurs de projets pour qu'eux-mêmes, c'est toujours cette dynamique un peu de responsabilisation, qui aillent sur le terrain échanger sur leurs projets. Donc, sur la slide d'après, voilà, vous verrez que typiquement, dans le 13e arrondissement, il y avait de l'agriculture urbaine qui avait été lancée dans des conteneurs maritimes sur des places de parking. Juste de l'extérieur, c'était quasiment impossible de savoir ce que c'était, si ce n'est on avait mis une affiche. Donc, on leur a dit, vous avez tout intérêt pour travailler l'acceptabilité de votre solution, de faire goûter les fraises que vous cultivez dans ces conteneurs, d'expliquer votre démarche, d'expliquer en quoi elle est intéressante. Donc, ils se sont prêtés au jeu, ils ont beaucoup aimé. Et la solution que vous voyez à droite, ce sont des boîtes à jeux connectées. Donc, comme un système de Vélib, avec votre téléphone, vous pouvez ouvrir la boîte et prendre des raquettes de ping-pong et des balles de ping-pong pour jouer quand vous n'avez pas le matériel. Et là, pareil, l'enjeu, c'était vraiment de s'assurer que l'application fonctionnait bien, qu'elle était ergonomique, que les gens, ils voulaient... Ça, c'était une grosse question avec l'idée qu'en France, les gens chopent et volent pas mal le matériel. On s'est rendu compte que c'était pas le cas, de voir si ça répondait à un enjeu. Donc, voilà, il y avait une personne qui venait 2 à 3 fois par semaine dans le parc pour vérifier que ça fonctionnait bien et répondre aux questions. Donc, on ne fait pas tout nous-mêmes, on responsabilise aussi les porteurs de projets pour qu'ils fassent un peu le relais. Et puis, enfin, dans l'évaluation, évidemment, on essaye de mesurer la satisfaction de ceux qui ont utilisé les solutions, parce que c'est hyper important de s'assurer que c'est des solutions, bien sûr, qui marchent, mais aussi qui plaisent et que les gens sont prêts à payer à terme, etc. Super. Alors, on va migrer vers la dernière question qui est, Marion, pour vous, quels sont, au vu de votre expérience et des démarches que vous menez à bien avec l'Urban Lab, quels sont pour vous les grands défis, les grands chantiers à venir ? Alors, les grands défis, c'est de continuer justement de travailler sur notre ancrage local, de connecter toujours plus avec les acteurs du territoire. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec, par exemple, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la bibliothèque François Mitterrand, des acteurs un peu clés. On espère travailler de plus en plus avec les étudiants, enfin tout ce tissu dont je vous ai parlé, parce que ça nous paraît indispensable. Et puis, on travaille également sur la transformation des expérimentations. Comment on active justement les bons leviers pour que ces projets ensuite ils se déploient. Là, je vous ai mis quelques projets qui ont bien fonctionné. Donc, on voit une canopée urbaine une canopée végétale qui a été déployée sur le parvis de la BNF l'an dernier, qui fonctionne bien et qui connaît une belle expansion commerciale dans d'autres villes. Ça, c'est un exemple. Nous, on se demande si ces canopées, elles ont vocation aussi à essaimer dans Paris, dans la métropole. Pareil, sur le mobilier que vous voyez au milieu, c'est un mobilier anti-intrusion. Donc, au lieu d'avoir des glissières en béton armé qui sont parfois un peu anxiogènes, c'est un designer qui s'est dit, faisons quelque chose de plus végétal, qui permet aussi de s'asseoir. Il y a un banc de l'autre côté. Ça a très bien marché. Lui, il s'en est emparé. Voilà. Comment on fait pour que d'autres villes soient intéressées? Comment on fait aussi pour que le designer, il ait la puissance industrielle pour proposer ses solutions plus largement? Et les boîtes à jeux qu'on voit là, elles ont une belle expansion internationale. Donc, pareil, c'est comment on continue d'en parler, de les mettre en avant, de bien former les porteurs de projets pour qu'ils soient robustes et qu'ils puissent partir à l'assaut des marchés. Donc, c'est des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup avec nos partenaires. On a lancé un groupe de travail dédié. Et puis, c'est surtout des choses qu'on va pouvoir mettre en pratique puisque on sélectionne une nouvelle promo. On a sélectionné une nouvelle promo qu'on va dévoiler ce jeudi, donc jeudi matin de 9h30 à 11h30 à travers une balade urbaine réinventée. Je vous mettrai le lien, ça va être un super événement. Donc, si vous voulez un peu mieux comprendre le territoire et surtout les projets qui arrivent, vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci Marion. Donc, du coup, on comprend bien qu'il y a un enjeu de passage à l'échelle, d'essaimage qui n'est pas facile et qui n'est pas spécifique au secteur de l'urbain, mais à beaucoup de secteurs des politiques publiques. Ça fait plaisir de voir que vous y travaillez beaucoup. Alors, il y a quelques petites questions pour vous sur le chat, donc je vais vous laisser y répondre. Et puis, on va passer à la dernière intervention. Merci beaucoup pour votre témoignage et effectivement pour les gens qui sont intéressés, moi-même, on ira vous voir jeudi pour votre balade urbaine.
Donc, on laisse maintenant la place à Emma Villarem. On a bien parlé des méthodes de design et de l'expérimentation et on va terminer ce webinaire avec une ouverture sur l'apport des sciences comportementales, parce que comme vous le savez, à la DITP, on a aussi une équipe de sciences comportementales. Donc, c'est important de les mettre à l'honneur, les sciences comportementales. Comment est-ce que les sciences comportementales peuvent donc être un levier important lorsqu'il s'agit de mettre l'humain au centre de la métropole d'aujourd'hui, mais aussi de demain? On accueille du coup Emma Villarem, qui est chercheuse en sciences comportementales à SCITI. Bonjour Emma. Donc vous êtes chercheuse en sciences comportementales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les sciences comportementales et en quoi cette approche est nouvelle, différenciante en termes de construction de la ville? Alors, bonjour Audrey, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci pour les interventions précédentes. Je partage l'avis de Marion et des autres que c'est très enrichissant et je m'inscris totalement dans la veine de l'évaluation et de l'importance de l'expérimentation. Donc, je vais essayer d'en parler aussi dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par juste vous décrire ce que sont les sciences comportementales. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas une représentation très précise encore de ce que c'est. Ce sont des champs qui sont assez émergents et qui ont tendance à être plutôt des champs de recherche et qui infusent petit à petit les questions, par exemple, d'urbanisme, etc. Donc, les sciences du comportement, elles étudient les comportements individuels et collectifs grâce à des méthodes et à des outils scientifiques. Au sein de ces sciences comportementales, on va retrouver tout un tas de disciplines. La discipline dans laquelle je travaille en particulier, c'est la discipline des sciences cognitives, qui sont un regroupement de disciplines qui s'attachent à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et du comportement. Regroupement de disciplines qui comprend, comme vous pouvez le voir à l'image, les neurosciences, la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, etc. Donc tout ça, ce regroupement, il a pour but de proposer différents regards pour comprendre ce que l'objet cerveau ou l'esprit humain, comment il fonctionne, etc. Il y a aussi d'autres champs tels que la psychologie sociale, l'économie comportementale et bien d'autres. Et d'ailleurs, les méthodologies design vont rentrer en interaction parfaitement bien avec ces sciences du comportement en proposant des outils et des méthodes qui, bien souvent, sont très pertinentes également. Et pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de travailler sur les sciences du comportement lorsqu'on regarde la ville? Parce qu'on se rend compte que les environnements urbains, comme vous allez le voir dans la slide suivante, ils exercent une influence sur les humains. Comme vous le savez, c'est assez intuitif. On vit tous dans des environnements urbains. On ressent tout ce qui nous impacte dans notre quotidien. Et de plus en plus de données montrent que bien que les villes abritent les interactions sociales, soit des territoires où l'on travaille, où on apprend, que ce soit des territoires d'opportunité, elles présentent aussi des risques pour le bien-être et la santé mentale. On observe notamment que le risque de développer des pathologies psychiatriques est plus fort dans des centres-villes ou dans des capitales qu'en périphérie ou en zone rurale, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et plus on arrive tôt dans la ville, plus cet impact est fort. Et on a des chiffres qui suggèrent que vivre en ville ou avoir grandi en ville augmente de 21% l'émergence de troubles anxieux, de 39% de troubles de l'humeur et de 50% de troubles schizophréniques. Pourquoi on observe ces impacts de l'urbain sur l'humain? On identifie 4 grands stresseurs en fait qui vont contribuer à cet impact qui est potentiellement délétère, qui n'est pas toujours, mais qui est potentiellement délétère, notamment dans les environnements urbains denses. Il y a un premier facteur de stress qui a trait à toutes les sources de pollution, la pollution de l'air, la pollution lumineuse, la pollution sonore, qui vont par exemple affecter la façon dont on dort, qui va elle-même affecter la façon dont on apprend ou notre humeur. Les enjeux de stress et d'isolation sociale, en fait, de façon paradoxale, l'anonymat auquel on est soumis dans les environnements denses provoque un stress social et une isolation sociale qui est paradoxale, bien que le fait de disposer de ressources sociales locales, on sait que c'est un prédicteur de l'espérance de vie, on sait que c'est un prédicteur de la santé mentale. Et en ville, on peut se retrouver déconnecté de ces ressources sociales. Il y a un enjeu très fort sur le logement. Si je rebondis sur la question de la pollution de l'air lumineuse et sonore, le logement va être un rempart ou non à ces différentes sources de pollution.
la localisation aussi du logement va être critique. Et enfin, le milieu de vie urbain et notamment le fait de vivre dans des environnements urbains très urbanisés, parfois loin de la nature ou loin de l'exposition à des environnements plus naturels. Et ces différents facteurs de stress, ils altéreraient la santé mentale en ville. On peut se demander pourquoi l'humain est si vulnérable à ces différents facteurs de stress. L'hypothèse là-dessous, c'est que notre cerveau, il a évolué dans des environnements naturels et sociaux qui sont différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et cette évolution, elle a duré pendant des milliers et des milliers d'années. Seulement, l'évolution du cerveau, c'est un processus qui est très lent. Et nos environnements changent plus vite, se modifient plus vite que le fonctionnement de notre cerveau. Et on se rend compte aujourd'hui que notre cerveau, il est un peu mal adapté au mode de vie urbain. Ses ressources ont tendance à être épuisées par les stimulations urbaines. Et plus la ville est dense et riche en stimulation, plus on observe des conséquences délétères sur les ressources. Je voudrais aussi faire juste une petite parenthèse sur le fait que cet impact délétère de la ville, il va être aussi modulé par les inégalités socio-économiques, avec beaucoup de données qui montrent que les personnes qui ont un statut socio-économique bas vivent la ville comme une adversité encore plus que ceux qui ont un statut socio-économique plus haut. Donc, il y a un vrai enjeu, notamment dans la résolution des inégalités, de s'intéresser à l'impact de la ville sur les individus. Et donc, il faut... ce qu'on porte, c'est qu'il y a un fort enjeu de comprendre les dynamiques humaines pour concevoir des environnements urbains qui répondent au mieux aux besoins cognitifs, émotionnels et sociaux des individus. Et notre approche, elle va vraiment se faire en collaboration avec tous les autres métiers de la ville, les assistants à maîtrise d'ouvrage, les designers aussi, les écologues, des bureaux d'études environnement. En fait, on va travailler main dans la main pour essayer de faire prendre en compte cette dimension humaine en fait dans le projet. Et je voulais juste terminer la question, Audrey, sur un exemple qui est l'exemple de la nature en ville, pour vous montrer que du coup, c'est important de prendre en compte cette dimension sociale. Aujourd'hui, on a plein de données et on en a tous de toute façon l'intuition que de grandir dans un environnement qui est riche en espaces verts, ça fait du bien. En fait, il y a des données qui montrent qu'en plus de faire du bien, ça réduit le risque de développer des pathologies psychiatriques à l'adolescence et à l'âge adulte, même dans les capitales où le risque est pourtant plus fort, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Et on pourrait se dire, bon, alors, si la nature, elle est si bienfaisante pour le fonctionnement du cerveau, du comportement, peut-être qu'il faudrait, entre guillemets, réensauvager la ville. Mais en fait, ça ne doit pas se faire sans prendre en compte la psychologie humaine, parce que comme vous allez le voir sur la slide suivante, on se rend compte que lorsque l'on réensauvage la ville, lorsque l'on laisse la nature prospérer en ville, eh bien, on n'a pas forcément des impacts positifs sur les individus, avec dans cet exemple-là une différence sur le sentiment dépressif, les sentiments d'inutilité. Pourquoi ? Parce que bien qu'on soit très sensible à l'exposition à la nature, l'humain est aussi très sensible aux indices qui reflètent une sorte d'ordre social, et la nature en friche comme ça peut donner l'impression qu'il y a une négligence, et ça a un impact négatif à côté. Donc, oui, il faut verdir la ville, il faut la végétaliser, il faut aussi prendre en compte la psychologie humaine et, par exemple, dans ces cas-là, si on veut réensauvager, montrer que ce réensauvagement est volontaire. Il y a maintenant des projets où ils rasent juste une bande sur la première partie de l'espace végétalisé pour montrer que c'est on laisse la nature prospérer et que c'est bien intentionnel. Donc, il y a une importance de comprendre les mécanismes psychologiques en jeu, de comprendre la population cible, comme les intervenants précédents l'ont bien présenté, et d'expérimenter localement pour avoir des interventions qui sont efficaces. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est que S-City et comment est-ce que vous fonctionnez concrètement ? C'est-à-dire comment est-ce que votre équipe peut s'insérer sur des projets de développement urbain, sur quelle typologie de projet allez-vous être plus spécifiquement sollicité et à quel moment du projet vous vous inscrivez ? Alors, oui, donc voilà, je vous ai fait cette petite intro pour que vous puissiez un peu plus toucher du doigt ce qu'on peut, l'apport des sciences du comportement dans les problématiques urbaines et immobilières. Nous, on est une équipe
qui est à la croisée des expertises en sciences comportementales et urbaines. Et donc, on porte vraiment la question du désilotage qui a été abordé aussi précédemment. Désiloter pour avoir une approche plus intégrée de la ville, pour avoir des projets urbains qui réussissent mieux, qui sont plus pérennes, etc. Et la façon dont on intervient, si je devais résumer peut-être brièvement, peut-être on peut passer même 2 slides pour sauter voilà ce que j'ai déjà dit. Alors, je vais vous guider un peu parce que la slide est un peu dense, mais je vais dire qu'on a un peu 2 genres de méthodologie. Une première méthodologie en haut à gauche qui est plutôt dans le conseil et dans l'accompagnement. On va essayer de prendre en compte le futur impact humain du projet urbain. On arrive en général dans les phases de préconception et conception du projet. Et on peut intervenir soit de façon assez ponctuelle, de faire des missions d'expertise pour attirer l'attention des équipes sur le futur impact sur la santé mentale, le bien-être, le comportement humain, etc. On peut aussi travailler à moyen et long terme, donc être là tout au long de la phase de diagnostic et de stratégie du projet urbain. Et une problématique à laquelle on va s'attaquer, c'est par exemple développer une approche d'urbanisme favorable à la santé mentale sur un futur quartier. Dans ce cas-là, ce sont des choses qui durent des années, puisque, comme vous le savez, les projets urbains se déroulent sur des temps assez longs. Un autre type d'intervention que l'on peut faire sont des interventions plus de recherche-action. On va chercher à designer, entre guillemets, des interventions efficaces. Ça peut être en amont ou en aval du déploiement de ces interventions ou en amont du déploiement de politiques publiques. Là, cette dimension recherche-action, ça prend un peu de temps aussi. Donc, ça va se dérouler à l'échelle de quelques mois, voire quelques années. Et un exemple de problématique, par exemple, on travaille aujourd'hui avec la DDTM Seine-Maritime sur le fait de comprendre les motivations des choix de logement pour aider à l'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette, avec l'idée que si on prend en compte les motivations psychologiques, émotionnelles, en plus de toutes les données que l'on a déjà sur les motivations économiques, sociologiques, etc., peut-être qu'on réussira mieux à accompagner vers l'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette. Et en termes de méthodologie, on applique une méthodologie scientifique. Je rebondis un peu sur ce qui a été dit précédemment, où on va chercher à cadrer la problématique en termes d'impact sur les futurs habitants, sur les futurs occupants du site, par exemple. On va éclairer la problématique en se basant soit sur des données qu'on récolte nous-mêmes sur le site ou sur les territoires, ou en se basant sur des données issues de la littérature scientifique. On va concevoir un protocole pour mesurer l'impact et on va faire des recommandations pour le projet et la boucle finale vertueuse qui est de toujours d'évaluer ce que l'on fait pour garantir une réussite optimale du projet. Alors, je sais que votre approche, tout comme les approches de design, elle est centrée usager. Est-ce que vous avez des exemples d'outils et de façons de travailler très, très user-centric en fait? Je sais que vous avez par exemple un outil qui s'appelle le diagnostic sensoriel qui est hyper intéressant si vous voulez bien partager avec nous votre savoir encore un petit peu plus longtemps. Oui, volontiers. Alors oui, on a une approche qui est centrée usager parce que c'est vraiment de là qu'on vient en fait dans l'équipe. Disons que les 3/4 de l'équipe, on vient des sciences du comportement, donc on a ce biais-là de toujours tout regarder par le prisme du vécu, de la perception, des émotions que suscitent soit des projets urbains, soit des politiques publiques sur le fait que comment elles sont appropriées par les habitants. Donc c'est vrai qu'on a une approche qui est centrée utilisateur parce que c'est notre expertise. Et je vais vous présenter rapidement, dans le temps qui nous reste, quelques exemples. Je vous parlais d'accompagnement tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, accompagner au développement d'un projet urbain. Donc, on va arriver assez tôt dans le projet, dans la phase de diagnostic du site. Et nous, on va diagnostiquer non pas l'ensoleillement sur le site, non pas les espèces présentes par exemple dans les cours d'eau environnants ou dans la nature environnante, mais on va évaluer l'impact du site sur la santé mentale, sur le sentiment de bien-être, sur le sentiment d'attachement au quartier. Et on va venir
prendre cette matière scientifique sur l'impact de l'environnement urbain sur les humains qui vont l'occuper. Et le but, c'est vraiment de le traduire en recommandations pour le projet urbain, donc recommandations architecturales ou urbaines. Donc notre travail, c'est vraiment de partir de la matière scientifique et d'arriver à des recommandations le plus opérationnelles possible qui vont aider le projet. Audrey parlait du diagnostic sensoriel, qui est un outil qu'on utilise aussi. Marion Appert a parlé tout à l'heure de l'approche sensible. C'est quelque chose que l'on fait beaucoup aussi. On va s'intéresser au vécu, par exemple au vécu des espaces publics, à la dimension très sensible de l'impact de l'environnement sur les humains. Et on a par exemple ces livrets de diagnostic sensoriel. On va amener les participants à marcher dans une rue ou dans un quartier et à nous rapporter à la fois leurs sensations, donc vraiment ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, et les émotions qui sont associées à ces perceptions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'interroger peut-être des questions plus sur la mobilité, sur l'accessibilité, sur les services, on va vraiment s'intéresser à la dimension sensible, à la dimension émotionnelle et du vécu, qui va être très déterminante dans la façon dont les personnes vont se déplacer dans le quartier. On sait que si l'on a une expérience associée à la peur dans un quartier, ça va complètement modifier notre mobilité. Donc voilà, on s'intéresse vraiment à cette dimension qui est un peu plus implicite, qui est un peu plus inconsciente parfois, mais qui est vraiment pertinente. Et d'ailleurs, dans la slide suivante, je voulais juste préciser que justement pour interroger cette dimension inconsciente, on utilise parfois des capteurs. C'est pas toujours, c'est pas dans tous les projets que c'est pertinent, mais dans certains projets, on va utiliser des capteurs de stress, par exemple, si je vais résumer, ou des capteurs qui nous informent sur le comportement oculaire, donc ce que les gens regardent dans les espaces publics. Et là où c'est intéressant, c'est que, comme l'a dit Marion tout à l'heure, c'est toujours intéressant de coupler des données peut-être plus objectives à des données plus subjectives. Et c'est le rôle de ces capteurs-là dans les diagnostics que l'on fait qui peuvent dévoiler un pan de l'expérience usagée que l'on ne peut pas facilement, à laquelle on ne peut pas facilement accéder autrement. Et je vais terminer en parlant de l'évaluation de l'impact. On vient aussi évaluer l'impact d'interventions urbaines artistiques dans les milieux urbains. Par exemple, là, un projet qui a été fait à Paris, rue du Temple, dans le cadre du concours Embellir Paris, où on est venu évaluer avant et après le ressenti de l'espace public. Et on a observé d'une part que après la réalisation artistique, il y avait une augmentation des émotions positives et une diminution des émotions négatives dans l'espace public. Et de façon intéressante pour la gestion de l'espace public dans la slide d'après, c'est qu'on s'est rendu compte que cette intervention artistique, elle augmentait le sentiment d'attachement au quartier et elle augmentait aussi la volonté de prendre soin du quartier. Et enfin, je termine, on fait aussi des projets de recherche-action, comme je vous le disais. Cet exemple-là du travail que l'on mène depuis plusieurs mois avec la DDTM Seine-Maritime, où l'on cherche à étudier les déterminants cognitifs et comportementaux des choix résidentiels, dans l'optique de mieux comprendre pourquoi il y a ce mouvement vers le périurbain et vers le pavillon entouré de sa parcelle, et de voir quels choix alternatifs ou quelles propositions alternatives on peut faire aux habitants pour limiter cet étalement urbain en prenant en compte du coup vraiment les motivations cognitives qui poussent à ce choix de logement. Merci beaucoup Marion. Emma, pardon, je suis désolée. On a quelques questions, pas mal de questions pour vous sur le chat. Je vais vous laisser y répondre tout à l'heure. On a terminé avec les interventions, donc on va se prendre un petit temps pour les questions qui ont été posées sur le chat, qui étaient un petit peu générales. Je commence avec vous, Emma. Alors, on a une question de Suzanne qui nous demande « Quelles évolutions des problématiques pouvez-vous lister que vous avez pu observer dans le cadre du Covid? Est-ce que vous avez observé de nouveaux usages de la ville, donc à cause du télétravail, du couvre-feu, un accès limité aux poumons verts ?» Voilà, petite question. Alors, je pense qu'on a beaucoup critiqué au début du confinement le mouvement des habitants des grandes villes vers la périphérie.
mais il faut voir là en creux ce que ça révèle. En fait, ça révèle en effet un besoin d'exposition à la nature. On sait que la nature, ça a un impact très fort sur le fonctionnement du cerveau, sur le bien-être, sur la santé physique aussi, sur la santé sociale aussi, parce que ce sont des lieux de sociabilité. Il y a aussi eu un mouvement des personnes vers leur famille. On sait que dans des situations de crise, l'humain recherche l'affiliation, il va rechercher le contact social. Et donc, en creux, ce que ça révèle peut-être des centres urbains très denses, c'est que on manque ce lien, cette connexion forte à la nature. Et on manque aussi potentiellement cette connexion à ce qu'on appelle le capital social local, le fait de disposer de ressources locales à proximité. Or, ce capital social local, il est très important et il contribue à la résilience, au fait de mieux surmonter les chocs, de bénéficier d'aide autour de chez soi. Et c'est vraiment une ressource qu'il faut stimuler. Alors, la question a été posée à Jean-Marie tout à l'heure de l'innovation sociale et de comment on peut stimuler la vie sociale. C'est une question qui est très complexe. C'est pas parce que c'est complexe qu'il faut pas s'y attaquer, au contraire, parce qu'il y a un vrai enjeu de créer des sas de résilience dans les villes, à la fois avec de l'accès à la nature, mais à la fois avec de l'accès à la vie sociale, à des infrastructures sociales qui vont permettre à ce lien social de se tisser et d'être une ressource pour la résilience humaine et urbaine. Donc, je dirais que le Covid, ça nous a fait mettre le doigt encore plus sur les enjeux de végétalisation et les enjeux de lien social dans les villes. Pour votre intervention et pour cette réponse à la question. Alors, on avait quelques autres questions pour les autres participants. Alors, pour Jean-Marie, je reprends mes questions. On avait une question qui était comment créer des services innovants d'économie circulaire dans des villes quand on a une problématique de spéculation assez importante et de charges foncières. Voilà. Oui, bah, le problème des charges foncières, c'est le mal du moment en fait. En fait, on est comment je peux exprimer ça? Il est connu, reconnu ce problème-là. Donc, on est dans un contexte pour tous, on a un contexte d'hyper-spéculation en fait foncière et immobilière, et c'est particulièrement vrai en fait dans les cœurs de métropole. Dès lors, quand on fixe un objectif zéro artificialisation nette qui nous pousse à faire du recyclage urbain, donc réurbaniser la ville sur la ville, on sort un double problème, des fonciers qui structurellement sont plus chers et puis des travaux qui sont plus chers aussi. Donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des outils pour faire en sorte que l'accès au foncier d'abord soit plus facile pour les projets d'aménagement et d'autre part moins cher. Alors, on n'est pas sans outils. Le code de l'urbanisme, en fait, contient une bonne palanquée, et cela depuis fort longtemps. On est aujourd'hui sur des situations compliquées parce que les outils n'ont pas été mobilisés. Alors, on a quelques contre-exemples intéressants. Je pense à Rennes, la métropole de Rennes, notamment, qui depuis les années 70 a une politique foncière extrêmement ambitieuse, qui a utilisé tous les leviers de son plan local d'urbanisme, de son plan local de l'habitat, et qui a aujourd'hui de vrais résultats sur les maîtrises du coût du foncier, ce qui est particulièrement vertueux pour la production de logements sociaux. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, à part dire que on connaît bien le problème, on cherche des outils, il y en a beaucoup qui existent, ils ne sont pas ou peu ou pas assez mobilisés. Si, moi en tout cas, je trouve ça intéressant ce que vous avez dit. Ça fait plaisir de voir qu'une fois encore, la Bretagne, non je plaisante, parce que je suis bretonne. Les deux. Mais hyper intéressant de voir qu'effectivement le PLU et d'autres outils administratifs peuvent être un levier en fait lorsqu'on décide de faire quelque chose qui est attrait au bien-être des habitants, à l'économie circulaire, à l'écologie, etc. Merci Jean-Marie pour cette réponse. On a une autre question pour Marion. Alors, il y a une personne sur le chat qui nous a demandé si l'Urban Lab pouvait nouer des partenariats avec d'autres labs, quelle était la politique partenariale, etc. Alors,
On échange assez régulièrement, on est souvent sollicité pour partager nos retours d'expérience, échanger sur nos méthodologies. Donc on répond bien volontiers aux différentes sollicitations. On n'a pas forcément de cadre partenarial à ce jour avec une convention de partenariat, mais pourquoi pas à terme. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait également une question sur est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent. Heureusement, on n'est pas les seuls à prétendre pouvoir répondre à cet enjeu d'expérimentation urbaine. Il y a des très belles initiatives qui sont portées, par exemple, sur l'île de Nantes, à Lyon avec le Tuba, la rêve de scène urbaine également au niveau de pleine commune. La région Grand Est aussi travaille là-dessus. Donc, il y a plein de dispositifs. Après, effectivement, ça manque un peu de lisibilité. Il n'y a pas forcément de guichet unique pour bien les identifier. Donc, ça demande un peu de naviguer. Mais il y a une association, sinon Living Lab. Nous, on n'est pas forcément très actifs, mais pour les curieux, n'hésitez pas à faire un tour dessus. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'indications sur ce qui se fait à droite et à gauche. Voilà. Sinon, on est en train d'évaluer la démarche des quartiers d'innovation. Donc, dans ce cadre, on est en train de réactualiser un benchmark qu'on avait fait il y a quelques années pour justement identifier ces approches qui nous semblent assez pertinentes. C'est possible qu'on fasse une petite publication à ce moment-là et peut-être qu'une partie de ce benchmark y figurera. Marion, pour votre réponse. Alors, une dernière question pour Michael. Michael, du coup, vous nous avez parlé de cette expérimentation qui est menée à bien dans le cadre de vos fonctions actuelles chez Kisio. Où en est exactement maintenant l'expérimentation et comment est-ce qu'on fait si on veut suivre effectivement l'évolution de cette démarche? Alors, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. L'expérimentation vient d'être lancée il y a 2 semaines, donc tout début, mi-février. Donc on est vraiment aux prémices. Elle va durer 1 an. Elle se déploie à Montval-sur-Loire et les communes environnantes, donc région Pays de Loire. Pour suivre l'évolution de l'expérimentation, il y aura des publications faites par la SNCF Innovation Recherche qui pilote le projet. Après, s'il y a des personnes que ça intéresse, je peux aussi faire suivre les informations parce que c'est pas toujours évident de trouver les infos, mais ils devraient pas mal en parler dans différents colloques, séminaires, webinaires, etc. Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau qu'ils essayent de tester. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent à des nouvelles solutions de mobilité pour les zones peu denses, mais ce qu'ils ont mis en place là est assez nouveau et ça se base vraiment sur les pratiques des habitants, les comportements, etc. Donc, ils prévoient de communiquer pas mal dessus. Super, bon, merci beaucoup Michael, merci à tous nos intervenants. On arrive du coup à la fin de ce webinaire. Merci à tous de nous avoir rejoints. Alors merci à tout le monde pour l'apport en expertise, en vision, en connaissance. On se rend bien compte que construire la métropole d'aujourd'hui et de demain n'est pas une chose aisée. Il faut faire preuve d'agilité, d'humanisme, de méthodologie afin de répondre aux besoins des habitants, mais aussi aux contraintes sociales, économiques, climatiques, structurelles, et puis aux besoins et aux enjeux portés par les différents acteurs de l'innovation urbaine. Vous pourrez nous rejoindre le mois prochain, le mardi 6 avril, lors de notre webinaire, cette fois-ci sur l'innovation et la ruralité. Donc on espère avoir plein de choses intéressantes à vous dire. En attendant, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si vous voulez nous suivre sur notre Twitter Futur Public, c'est possible, vous pouvez vous abonner. Vous y retrouverez toutes les informations sur les mardis de l'innovation. On a également une adresse mail, futurpublic.ditp@modernisation.gouv.fr. L'adresse mail va être renseignée sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va laisser le chat ouvert encore 5 minutes pour que les gens qui souhaitent poser des questions, etc., échanger, puissent le faire. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Sachez que le PPT et d'autres sources et informations, ainsi que le replay de ce webinaire seront mis à disposition sur le site de la DITP. On reviendra vers vous par mail, etc. Et sur les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir accès à toutes ces ressources dont on a parlé et qui sont très très intéressantes. Voilà, merci à tous et au mois prochain, on l'espère. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.